Die Digitalisierung verändert unser Leben und unsere Arbeit. Die Frage, wie die Menschheit in Zukunft leben wird, beantworten wir alle gemeinsam. Auf allen Kontinenten, in allen Ländern der Welt. Diese Herausforderungen sind große Chancen. Für uns alle. Die globale Gesellschaft der Zukunft braucht unser Know-how, unsere Kreativität und unsere Leidenschaft. Sie braucht uns als Wegbereiter für eine nachhaltige Entwicklung in allen industriellen Sektoren. Wir alle gemeinsam können die richtigen Antworten auf die großen Fragen von heute und morgen geben. Gemeinsam werden wir die All-Electric Society erfolgreich gestalten und damit einen bedeutenden Beitrag für eine in jeder Hinsicht nachhaltige Zukunft der globalen Gesellschaft leisten. Empowering the All-Electric Society. Je vous souhaite la bienvenue au nom de Zender et de nos partenaires, les sociétés Belimo et Phoenix Contact, à cette vidéo sur le sujet de la digitalisation dans la technologie du bâti. C'est une initiative dans le cadre de notre centre de formation Zender. Normalement, on est chez les clients, sur le terroir, mais à cause de la pandémie, on est obligé de faire cette vidéo. Vous vous demandez pourquoi à cette heure-ci, on a vous voyez le croissant, il est maintenant 3 heures. Normalement, on a les séances sur le terrain. Notamment, on avait prévu de faire un rencontre avec vous, avec nos clients à Lausanne. Mais il y aura sûrement des meilleurs moments où on pourra répéter cet événement. Mais je ne veux pas perdre de temps. Je suis Andrea Bernasconi. Je suis le responsable marketing, product management de Zender Group. Et aujourd'hui, j'aimerais bien commencer avec la première présentation dans le thème digitalisation du climat intérieur dans les logements. Ce sera un thème assez spécifique sur le sujet du climat intérieur et des différents paramètres qui vont influencer le climat intérieur et du potentiel de la digitalisation pour créer de la valeur adjointe. Après moi, il y aura la présentation de Johan de la société Belimo. Sa présentation a le titre Smart Building Digitalisation du confort dans le bâti et de Eric Amedro de la société Phoenix Contact, les défis et l'utilité du building IoT. Ils vont faire une panoramique à 360 degrés pour voir quelle est l'utilité des solutions IoT dans le bâti et pour explorer un peu les défis et faire une perspective dans ce domaine. Après, on aura une petite séance avec, si vous avez des questions, on peut faire une petite discussion avec questions-réponses. Et on ira terminer vers 16 heures. Avant de commencer, j'aimerais bien dire quelques mots pour ceux qui connaissent pas Zender. On offre des solutions pour un climat intérieur sain. La société a une longue tradition. On a été fondé en 1895. Donc une longue tradition. On a fêté l'anniversaire, les 125 années l'année passée. On a un fort support de la famille Zender, même si on est coté à la bourse. La famille Zender
a encore la majorité des actions. On est présent dans à peu près 70 pays, les marchés européens faisant la majorité de la chiffre d'affaires, à peu près 80%, mais on est présent aussi dans des marchés en croissance comme les États-Unis et la Chine. 3500 employés, 16 sites de production qui sont distribués dans le monde entier, et on met beaucoup de valeur, beaucoup d'importance sur la formation de nos clients. Donc chaque année, on fait à peu près 24 000 séances de formation dans les différents centres de formation de chaque pays. Quelques mots sur les secteurs commerciaux. Comme je l'ai déjà dit, on offre des solutions pour un climat intérieur sain, confortable et économe en énergie. Donc on a un secteur commercial qui offre les radiateurs décoratifs. Après, il y a un deuxième secteur, les solutions pour plafonds climatiques, qui sont des solutions surtout dans le domaine des bâtiments commerciaux et des bureaux. Aujourd'hui, on va surtout se focaliser sur la ventilation du double flux, qui est un peu la clé de la présentation, et un des produits clés ou le cœur du système de la ventilation confortable, qui est l'échangeur de chaleur, qui est le cœur du système, qui permet d'échanger la chaleur qui sort de l'immeuble et la porter de nouveau, la recycler et la porter de nouveau dans l'immeuble. Après, on a un cinquième secteur commercial qui sont des filtres industriels. Pour démontrer que le sujet il est de très forte actualité, on peut parler vite de ce qu'on appelle les mégatrends, les développements très actuels. Un premier développement, c'est le facteur santé. Si on pense que on passe plus de 70% de notre temps à l'intérieur, dans les bâtis, dans les pièces, c'est essentiel que la qualité de l'air soit de bonne qualité pour pouvoir avoir une bonne santé. Au niveau de la sustainabilité, l'Union européenne compte que à peu près 40% de la consommation de l'énergie est déterminée par l'utilisation des bâtiments. Et donc, c'est le sujet de l'efficacité énergétique, c'est un thème très, très important, notamment aussi où le bureau de l'Office fédéral de l'énergie a défini une stratégie pour réduire la consommation du CO2. On voit aussi dans les dernières années qu'il y a un changement du climat. Donc, à part le chauffement en hiver, où on a besoin de chauffer les immeubles, il y a de plus en plus le besoin de refroidir l'immeuble en été. Les consommateurs eux-mêmes deviennent en plus en plus l'exigence de pouvoir interagir avec la technique, de pouvoir gérer eux-mêmes les différents systèmes techniques du bâti. Et le cinquième mégatrend, c'est la concentration, l'urbanisation et la concentration des immeubles dans des espaces toujours plus petits. Donc une concentration des immeubles qui deviennent toujours plus grands, des enveloppes qui deviennent toujours plus étanches, et donc le besoin de pouvoir, ou la question de pouvoir, comment est-ce qu'on peut ventiler ces espaces. Une autre preuve que le sujet il est de forte actualité, si on regarde un peu dans la presse mondiale,
Ici, on voit le New York Times qui met le titre votre immeuble peut vous faire devenir malade ou vous garder en bonne santé. Il y a des livres qui ont été publiés sur le thème. Il y a plusieurs études scientifiques qui ont prouvé qu'il y a une corrélation assez forte entre la qualité de l'air, la qualité du climat intérieur et la capacité de se concentrer, mais aussi, dans des cas plus graves, vraiment des impacts sur la santé. Si on regarde le sujet du climat intérieur, on le met au centre. Il faut voir qu'il y a des différents aspects qui peuvent pas être cachés. On part surtout en premier lieu de la qualité de l'air, mais on doit aussi parler du bilan énergétique de l'immeuble. Comme je l'avais dit, c'est un sujet très d'actualité. Et on doit considérer quelles sont les solutions techniques qui nous aident à réaliser un climat intérieur. Donc, on parle de digitalisation, on parle d'automation pour aider l'homme, la personne qui habite dans la pièce, pour automatiser, par exemple, l'ouverture de la fenêtre, etc. Si on parle de qualité d'air, il y a à son tour différents paramètres qui jouent un rôle central. Par exemple, la composition de l'air, l'humidité, le mouvement de l'air, l'acoustique, la température, et c'est des paramètres qui doivent être en harmonie afin que la qualité de l'air soit de bonne qualité. Ce qui est très important, c'est de regarder ces différents éléments à l'ensemble. On peut pas seulement se focaliser sur l'énergie, mais on doit considérer tous les éléments à 360 degrés et comprendre quelles sont les interactions entre l'un et l'autre. Si on parle maintenant on va un peu dans le détail et on parle de la qualité de l'air. Un des paramètres très fondamentaux pour la qualité de l'air, c'est le niveau de CO2. Le CO2, c'est une substance qui est contenue dans l'air en partie très petite, mais où l'homme a une très grande influence sur le CO2. Donc, un homme qui se trouve dans un appartement peut faire augmenter le CO2 de façon considérable dans peu de temps. Si on regarde les limites, en général, on parle de 1000 ppm, donc partie par millier. C'est un niveau bon. Jusqu'à 1400 ppm, c'est un niveau acceptable. Et au-dessous de 1400, 2000, on rentre dans une situation où on va sûrement être affecté par une air qui est pas de bonne qualité. Dans l'air, après, il y a aussi des autres particules qui sont menées par exemple par la fenêtre, donc des particules fines. Ici, dans l'image, on voit sur la droite un cheveu d'une personne et respectivement les autres particules fines qui sont présentes dans l'air. Donc, par exemple, si vous ouvrez la fenêtre et vous habitez à côté d'une route, il y a beaucoup de particules fines dans l'air et notamment aujourd'hui, on parle de plus en plus avec la pandémie des virus qui après sont dans des mesures on parle de microns, donc de 0,4 jusqu'à 1 micron. On peut dire que l'air, c'est un gaz, donc la concentration de ces
de ces substances dans l'air et bien évidemment aussi du CO2 dans une pièce va se distribuer de façon homogène à cause de la convection de l'air forcée, donc la chaleur de l'homme et aussi des autres facteurs comme si j'ouvre une fenêtre ou des personnes qui bougent ou des personnes qui bougent. Comme je l'avais dit avant, le facteur principal qui va affecter le CO2 dans une pièce, c'est l'homme. Vous pouvez penser que aujourd'hui un thème très d'actualité, c'est le home office. Beaucoup de nous sont obligés de rester à la maison, normalement fermés dans une pièce. Et on peut dire que une personne qui reste dans une pièce pendant 45 minutes, le ppm passe très vite de une valeur de 500 ppm à 1000 ppm en 45 minutes. L'air extérieur a une concentration de CO2 de à peu près 400 ppm, juste pour vous donner une référence. Ce qu'on a vu dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'études plus ou moins scientifiques, on peut dire quand même assez unilatérales, qui ont étudié surtout l'efficacité énergétique de différents systèmes de ventilation dans des logements. Et ces études se sont concentrées fortement sur le facteur de consommation énergétique et coût des systèmes. Dans ce cas, on a l'étude clé qui a été menée dans la ville de Zurich, où on a comparé différents bâtiments avec différents systèmes de ventilation, notamment sans système de ventilation mécanique, donc seulement avec des fenêtres, avec une autre situation où on avait installé des systèmes de ventilation. Et ces études, assez unilatéralement, ont conclu que le système de ventilation utilise plus d'énergie. Chez Zehnder, voilà. Et voilà encore une slide sur la thématique pour entrer un peu dans le détail. Dans ces études, ils ont après fait des enregistrements thermographiques où on étude l'étanchéité dans la façade pour pouvoir savoir combien sont les fenêtres ouvertes et faire après des conclusions sur le dépense énergétique totale. C'est clair que ces mesures sont assez approximatives, sont assez coûteuses aussi, très complexes, mais assez approximatives. Chez Zehnder, on a, en raison aussi de l'unilatéralité de ces études et en raison du fait que on considère la qualité de l'air et le climat intérieur un facteur clé dans ce domaine, on a approché une étude, notamment dans la commune de Buren, dans le canton de Soleure, où on a essayé de comparer aussi. Vous voyez ici une pièce, un appartement avec une maison avec 4 appartements. En bas, donc dans le rez-de-chaussée, on a installé des systèmes de ventilation mécanique, et dans le premier étage, on a installé rien, donc on avait justement les fenêtres qu'on peut bien sûr ouvrir et fermer. L'objectif de l'étude, c'était justement de considérer pas seulement le bilan énergétique en isolation, mais de comprendre quelles sont les interactions entre le bilan énergétique, la qualité de l'air et les différents systèmes. Ici, vous voyez une image dans l'appartement. Donc, au premier coup d'œil, vous ne voyez rien, on ne voit pas technique.
Mais en fait, ici on voit l'image de la salle technique. Donc vous voyez les deux systèmes de ventilation ComfortQ et la pompe à chaleur pour les appartements du rez-de-chaussée. Et toute le système IoT, donc un système complexe de compteurs et senseurs pour justement pouvoir étudier tous les paramètres du climat intérieur. Par exemple, on a installé sur les fenêtres et sur les fenêtres coulissantes des compteurs laser qui mesurent l'ouverture exacte, même en centimètres, de la fenêtre pour après pouvoir faire une conclusion sur la étanchéité de l'enveloppe du bâtiment. Qu'est-ce qu'on a pu constater? Ici, on parle du airing factor. Donc, on a pu, avec ces senseurs, on a pu calculer de combien de pourcentage du temps et de tous les fenêtres étaient ouverts pendant un certain période de temps. Et assez surprenant, c'est que presque dans tous les 4 appartements, l'ouverture de fenêtres était presque la même. Donc on passe de 5% dans l'appartement en premier étage en haut à gauche à 6% dans l'appartement en bas à gauche avec le système de ventilation. Donc le comportement des personnes sans ou avec système de ventilation, on a pu noter qu'il était le même. Maintenant, quand on regarde et on fait la mesuration des heures où le facteur CO2, donc le paramètre de la qualité, un des paramètres plus importants de la qualité d'air, dépasse les 1000 ppm et donc rentre dans une situation pas optimale, le résultat c'est assez clair. Et vous voyez, on peut dire que dans les appartements du premier étage, donc sans système de ventilation, on a en total de 3500 à 5000 heures dans une année de niveau CO2 qui dépasse la limite. Et vous voyez, dans le rez-de-chaussée, les heures, elles sont vraiment limitées, très, très limitées. Bien évidemment, il y a des différences entre les saisons, mais en total, on peut dire que dans les appartements au premier étage, on avait dans la complexité, donc 160 jours où le niveau de CO2 a dépassé la limite. Par contre, dans les appartements bas, on avait seulement 2 jours où le CO2 a dépassé la limite. Une fois que on sauvegarde tous les données, il ne suffit pas seulement d'avoir les données, bien évidemment. Les données doivent être validées d'abord, nettoyées et amenées dans le contexte exact. Et bien évidemment aussi visualiser pour faire qu'on puisse les interpréter. Maintenant, on passe au facteur clé où on avait tiré des conclusions assez doutables dans les études menées à Zurich. Le facteur énergie. Ce qu'on a constaté, c'est que la consommation d'énergie dans l'appartement au premier étage et dans l'appartement au rez-de-chaussée était presque la même. Vous voyez aussi quand j'ai isolé les appartements de la droite parce que les pièces périphériques, donc la pièce en bas, n'était pas chauffée. Donc, pour pouvoir comparer
des pommes avec des pommes, on considère seulement les deux appartements de gauche. Donc, on a pu conclure que même si on avait installé un système de ventilation, la consommation de l'énergie était presque la même. Et maintenant, si on part du fait que la qualité de l'air dans l'appartement, dans le premier étage est pas bonne, on a calculé qu'on devrait augmenter le facteur aération de fenêtre de 25% pour obtenir la même qualité de l'air dans la premier étage. Bien évidemment, avec la conséquence que la consommation d'énergie aurait sûrement augmenté. J'ai parlé avant du besoin de refroidir, un besoin des personnes plus en plus de refroidir l'immeuble en été. Et c'est clair, si on parle aussi de refroidissement en été, avoir une enveloppe du bâtiment très ferme, et en ayant des systèmes de ventilation, c'est des immenses avantages pour avoir un climat acceptable aussi en été. Pour conclure, on peut donc dire que le thème doit être vu dans sa complexité, on doit regarder les différents aspects qui ont un impact sur le climat confortable intérieur. Donc, pas seulement l'énergie, pas seulement la qualité de l'air, mais aussi la technique et voir étudier l'ensemble du tout. Et je peux dire que c'est grâce, dans ce cas, à la digitalisation qu'on a pu arriver à ces conclusions et tirer des bénéfices pour les personnes qui habitent l'immeuble, mais aussi pour les gérants de l'immeuble. Il y aura aussi des autres problématiques dans le futur. Ça, c'était une étude pilote, bien évidemment. Donc, on souhaite que des systèmes du climat digitalisé soient plus en plus installés aussi dans les constructions, dans les nouvelles constructions, sûrement. Mais c'est clair qu'il y a il y a différents défis dans le futur de nature socio-technique. C'est pas facile d'installer des senseurs dans les appartements parce que les personnes ne le souhaitent pas. Il y a des questions de cyber security et d'autres problématiques, notamment de tous les standards de communication. Et ça, c'est des thèmes, je pense que nos collègues Juan de Belimo nous va maintenant en rentrer un peu dans le détail, et Eric Amedro de Phoenix Contact aussi dans sa présentation. Donc, j'invite Juan ici et on passe à la deuxième présentation. Bonjour et bienvenue, je suis Johan Ramseyer de Belimo. Je remercie tout d'abord mes collègues de Zender et de Phoenix pour nous mettre à disposition ici ces locaux et l'organisation de ce webinaire. Pour ma part, je débuterai avec le smart building, la digitalisation du confort dans le bâti. C'est vrai qu'on l'a vu avec les exemples d'Andrea juste avant, on est vraiment dans un monde où le bâtiment peut apporter un grand nombre de réponses si on le monitore.
Eh bien, voilà, on a vraiment ce business IoT et PropTech qui démarre. C'est vrai que c'est un marché important, un petit peu comme vous avez pu le voir avant avec Andrea sur ces mégatrends. Nous, on a vraiment l'urbanisation et la connectivité qui viennent, qui sont vraiment des choses, des tendances. On voit la construction de nouveaux quartiers. On voit que de plus en plus d'objets deviennent connectés. Alors, je démarre avec une première photo ici qui ressemble un petit peu à un feu d'artifice. Je sais pas si vous l'avez déjà reconnu, et trois dates importantes pour le développement de l'internet. Il s'agit d'une photo d'internet si vous allez sur Wikipédia. Et en 1989, c'était le tout début, on peut dire. Ça s'est passé au CERN, dans une atmosphère très internationale, avec Tim Berners-Lee qui a développé sur un protocole hypertexte un petit peu ce réseau de communication qui a été repris après à maintes reprises, et puis qui s'est développé, qui a fait vraiment ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était vraiment les débuts de l'Internet. Une autre innovation majeure en 2007, c'était l'arrivée de l'iPhone. Et là, c'est vrai que on a eu, on peut dire la chose de maintenant avoir quasiment tous des smartphones. Hein, et c'est ce qui m'a permis encore aujourd'hui de venir jusqu'ici. On sait exactement en temps et en heure, on a accès à l'information de manière très pertinente. Voilà. Et une dernière innovation qui est arrivée. Pour nous, pour nous, c'est encore en discussion, mais qui est arrivé récemment, c'était le développement de la 5G. Ça s'est passé en Corée, juste avant les Américains, en Corée du Sud, bien sûr. Et puis, on a là encore des possibilités de vitesse et puis de bande passante qui deviennent vraiment bientôt sans limite. Pour faire partie encore un petit peu des conditions qui développent de plus en plus la data chez nous dans ce monde ultra connecté qu'on vit, c'est vraiment le côté que ça soit de la mémoire, hein, tout d'abord, qui a fortement chuté au niveau du prix, le coût des capteurs, on l'a dit, la bande passante, l'accès au cloud. Il y a vraiment plus de 10 ans, on peut dire, la connectivité est devenue quelque chose de relativement abordable, de relativement normal pour la plupart des objets. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on a vu, par exemple, l'outil ou l'application Twint prendre des parts de marché assez fulgurantes en l'espace de 2 ans. On a eu ici plus de 2 millions d'utilisateurs déjà en 2020, j'ai encore contrôlé 2021, on est passé à 3 millions. Et on voit ici une photo qui se passe un peu plus loin, ça c'était en Chine, où sur les marchés, le QR code fait déjà légion. Alors la question c'est, est-ce que la pièce de monnaie est en danger? Qu'est-ce qui se réservera pour nous dans le futur? Mais c'est vrai qu'entre la digitalisation de la monnaie, eh bien on a là encore un bel exemple de ce monde dans lequel on vit et puis avec quoi on développe vraiment les choses. Pour reprendre au niveau du business IoT, c'est vrai que ici dans cette étude, on a une grande part du gâteau qui sera dédiée au bâtiment. Donc plus de 200 milliards pour 2022. C'est vrai que c'est plus que l'industrie automobile, et on le sait, l'industrie automobile est quelque chose au niveau technologique très avancé, une grosse part de marché, et on voit aussi que pour nous le bâtiment n'est pas un reste. Les projections vont dans ce sens. Ici, au niveau des partenaires, des gens, des acteurs de la broche IoT,
on voit que ça concerne beaucoup de monde. Tout d'abord, on peut dire nous, les gens des périphériques, des pompes et d'autres appareils qui sont fixés sur l'installation, les fabricants de matériel, plus on va dire des fournisseurs de solutions thermiques et autres, les acteurs principaux avec les automates programmables, les 4 grandes sociétés qui fournissent des services, et de plus en plus, là autour, sans oublier l'infrastructure, on se retrouve avec une grande variété de nouvelles sociétés, de start-up, de sociétés qui viennent vraiment du côté de la data, du côté de l'informatique, avec des nouvelles pratiques, et on voit que la carte est bien remplie. Au niveau un petit peu de cette transformation, c'est vrai que, eh bien, on a la chance de vivre ça, de pouvoir apporter et soutenir cette digitalisation de nos composants et du bâtiment pour que le bâtiment puisse à la fois répondre un petit peu aux questions qu'on se pose. On a vu de la présentation précédente qu'avec toutes ces données, on arrive à comprendre ou par l'énergie, comprendre est-ce que la qualité de l'air était bonne ou pas, et c'est vraiment vers ça qu'on va et qu'on transite. On a encore des exemples ici avec ce qui s'est passé avec l'industrie 4.0, hein, la robotisation, un petit peu l'automobile. Toutes les voitures sont de plus en plus connectées, on voit les ampoules et de nouveaux services, comme par exemple Mobility, où les gens qui habitent en ville ont aussi la chance de ne pas être propriétaire et de pouvoir louer, emprunter un véhicule, un car sharing pour le week-end, par exemple. Au niveau, maintenant on revient sur l'automatisation du bâtiment. Hein. C'est vrai que au départ, on a connu vraiment les technologies très simples avec la pneumatique, que ça soit des contacts, des choses, on peut dire, sans vraiment les automates. Ensuite, sont arrivées toute la partie automate programmable, qui permettait déjà l'avènement aussi des bus de communication, des topologies propriétaires, et beaucoup de données sont restées stockées dans des silos. Et c'est vrai que, eh bien, au jour d'aujourd'hui, cela ne fait de moins en moins de sens de pouvoir, on le voit ici, de pouvoir bloquer ces données. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de les libérer, de les transmettre et que les gens puissent les exploiter. Et c'est ce qui va arriver de plus en plus avec ces acteurs qui viennent de la technologie de la data, qui vont pouvoir valoriser tout cela. Voilà un petit peu la transition qui est en train de se produire. On se situe, je dirais, encore en 3e position. De plus en plus, on parle encore de système hybride et puis on va gentiment migrer. Au niveau, par exemple, d'une infrastructure de bâtiment, c'est vrai qu'on est vraiment dans un contexte où le bâtiment regroupe une grande partie d'objets très différents, que ça soit le smart meter, à l'ascenseur, en passant par la détection incendie. On a un grand nombre, en plus des périphériques CVC, un grand nombre d'acteurs qui ont des données pertinentes et qui ont besoin d'une certaine connectivité. Et là, c'est vrai que l'Internet vient comme une évidence, comme un petit peu un couteau suisse, ce cloud, pour rassembler les différents participants. Je continue un petit peu avec cette infrastructure. On voit notre partie CVS en bas avec le cloud Belimo qui est déjà raccordé, qui peut déjà être exploité depuis quelques années avec des acteurs grâce à des clients API. On voit que de plus en plus les électriciens, les accessoristes et puis tous ceux qui viennent vraiment qui viennent apporter des services au bâtiment ont aussi de plus en plus de communication. Et ça va permettre de monter un petit peu dans cette infrastructure pour que tout un chacun, que ce soit toutes les couches, les personnes qui gèrent les bâtiments, qui gèrent en parc immobilier, par exemple, et même le Smart City tout en haut, pourra comprendre est-ce qu'on est producteur, est-ce qu'on consomme, comment se situe un petit peu chacun des objets à l'intérieur de ce sous-ensemble.
Ici, une magnifique photo encore je ne sais pas si vous l'avez connu, du Circle ici à Zurich, tout près de l'aéroport, tout près d'où on se trouve aussi aujourd'hui dans la périphérie ici de Winterthur. Donc ça, c'est un magnifique exemple avec plus de 180 000 mètres carrés d'espaces commerciaux et tertiaires. Et puis, au niveau de ce fine-tuning, un petit peu, c'est cette analyse des data, qui c'est que vous pensez qui a été choisi pour pouvoir traiter, voilà, à l'échelle, ici on peut parler quasiment d'un quartier qui est sorti de terre. Eh bien, on pourrait s'attendre à des acteurs classiques. Eh bien, non, c'est vrai que c'est Microsoft qui s'en est occupé. Et pour la petite histoire, ils exploitent déjà plus d'une centaine de bâtiments du côté de Seattle. C'est vrai que c'est aussi, si on fait le lien avec le début de l'Internet, juste avant, c'est aussi, ils étaient déjà là, ils grandissent et ils exploitent aussi, ils s'intéressent aussi à ce monde de la data. Voilà pour un exemple un petit peu où on peut être surpris. Par rapport à cette digitalisation, c'est vrai que on veut faire vivre un petit peu ce transfert de connaissances, cette entrée dans ce monde digital à toute la branche. Et ça va nous aider vraiment à économiser de l'énergie, à savoir où part l'énergie. Et on le voit ici dans une solution qu'on propose. C'est vraiment sur la gauche, une partie connexion, on va dire permanente, grâce à l'Ethernet. Donc, dans le réseau, on va vers le cloud Belimo. Sur la droite, une connexion ponctuelle, grâce aussi, on revient de nouveau à notre smartphone LNFC, où on vient s'appuyer sur, on va dire cet outil qui est aussi une forme de couteau suisse de la connectivité. Et puis les clés au-dessus, les clients API, en fonction des besoins, les gens peuvent, en demandant les accès, avoir accès à leurs données, pouvoir valoriser la data. Et c'est vrai que cela apporte des nouvelles possibilités, comme pour nous qui viendra cette année, notre nouveau compteur de chaleur MID, on a ici, là, on aura la possibilité, grâce à une app de nouveau, de pouvoir mettre en service sans avoir une charge administrative trop lourde, d'avoir quelque chose de relativement simple et efficient. Un autre exemple qui pourrait venir, c'est vrai que de plus en plus, on installe des vannes 6 voies EPIV qui ont la chance d'avoir pas mal d'infos au niveau des débits, des températures, de reprendre aussi certaines fois des capteurs. Et là, c'est typiquement un produit où ça ferait sens de pouvoir libérer ces informations et puis que les gestionnaires d'une infrastructure puissent les exploiter. Au niveau du bâtiment, de logement, nous ne sommes pas au reste non plus. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir certaines petites vannes. Et là, on va encore vous donner un exemple, typiquement où l'IoT fait de plus en plus de sens lorsque vous avez du photovoltaïque, que vous avez la chance de produire, d'avoir des voitures électriques, une PAC Smart Ready. Eh bien, là, à ce moment-là, on a la chance grâce à l'IoT, d'avoir un traitement de données. Et quand on va regarder du côté du tableau électrique, eh bien, on retrouve tous ces éléments, le compteur, des compteurs intelligents, un petit peu le smart grid, la partie pour l'eau, et tout ça repart grâce à un routeur dans le cloud. Et là, dans cet exemple, on est avec NGTech. Donc voilà un petit peu pour un exemple concret. Ça, c'est des choses qui se font déjà et de plus en plus, on sent cette tendance à vouloir exploiter la data. Et j'en ai terminé par là et je vais laisser gentiment la parole à Eric qui va nous présenter sa partie. Et je vous remercie pour votre attention. Eric Avedro, bonjour. C'est un grand plaisir de présenter aujourd'hui ce domaine d'activité qui est passionnant. On se trouve ici dans les locaux de Phoenix Contact à Tagelsfangen près de Zurich et on a la chance d'avoir
pu mettre sur pied un petit studio, on peut presque le dire ainsi, donc où on a des possibilités de vous présenter différents domaines. Peut-être quelques mots par rapport à Phoenix Contact. Donc on a aujourd'hui, donc l'entreprise est restée donc en main familiale. Ça veut dire que on a une présence pas seulement en Europe mais dans le monde entier. La société Phoenix Contact, pour donner juste un petit exemple, en Allemagne, on a environ entre 6 et 7 000 personnes. Et puis sur ces 6 à 7 000 personnes, on a plus de 2 000 techniciens ou ingénieurs qui développent les produits. Ça veut dire que Phoenix Contact, depuis de nombreuses années, produit une quantité de solutions de A jusqu'à Z. Et ça, c'est extrêmement motivant, surtout que une grande partie des bénéfices qui sont réalisés chaque année sont investis pour le développement de nouveaux produits, dans l'innovation, entre autres. Alors, aujourd'hui, on parle d'un domaine, donc, dans le bâtiment, où si on prend un petit peu les différents aspects, donc avec cette partie de services intelligents, on pourra imaginer, on a des espaces de travail partagés, on a des services de robots pour le nettoyage, on a une possibilité d'avoir une intégration, on parle de villes intelligentes. La maintenance préventive, donc pour essayer de détecter si on a des problèmes avant que ceux-ci surviennent. Technologie de sécurité, et puis on a aussi ce qu'on appelle des services de cloud, c'est-à-dire qu'on peut remonter des informations qui sont centralisées et à disposition pour différents besoins. Si on reprend aujourd'hui dans les bâtiments, donc on va retrouver la partie, donc il y a la planification électrique, on va retrouver la partie ventilation, on va retrouver d'autres composants. En finalité, on aimerait bien avoir quelque chose de centralisé. Malheureusement, trop souvent, on retrouve dans les domaines d'activité, on retrouve chacun qui travaille dans son coin quelque part, mais pas nécessairement un lien, on dira, entre les différents métiers. Et là, c'est un des points, je pense, qui est important, c'est de pouvoir avoir une gestion qui est centrale, où toutes les informations sont disponibles pour les différents corps de métier. On parle beaucoup de digitalisation, numérisation, digitalisation. Phoenix Contact a une certaine expérience dans le domaine de l'industrie, par exemple. Si je dis industrie 4.0, c'est quelque chose qui est déjà depuis de nombreuses années un sujet de grande actualité, et puis qui permet justement d'avoir des possibilités au niveau de la numérisation, c'est-à-dire de pouvoir récupérer, d'avoir des données à disposition pour les mettre suivant les besoins. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus récent, on dira, dans le domaine du bâtiment. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que la première chose qui est extrêmement importante, c'est d'avoir une grande quantité de données, en fait, d'avoir des données. On doit récupérer un maximum de données pour pouvoir après les exploiter et puis les mettre en lien. Donc, si on veut pas entrer trop dans le domaine technique, mais une base de données, donc on parle de base de données relationnelle, ça veut dire qu'on a des données qui sont dans cette base de données, et puis on a des relations qu'on peut mettre entre une donnée et une autre donnée. Alors ça, c'est une des premières choses.
Mais il y a une deuxième chose qui est importante, d'avoir une quantité de données, c'est bien, mais il faut être sûr que ces données sont correctes. Parce que si on a des données et puis qu'elles sont fausses ou elles ont été peut-être récupérées d'un système ou saisies et puis elles sont pas justes. Donc ça, c'est la qualité des données, c'est extrêmement important. Et le point suivant, c'est la sécurité. Donc Phoenix Contact a des solutions depuis de nombreuses années, des solutions de sécurité avec des firewalls, ce qu'on appelle en français des pare-feux. Ça veut dire que c'est des systèmes qui vont assurer une sécurité dans le réseau. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Donc, tout ça nous permet justement d'avoir un ensemble lorsqu'on parle de digitalisation pour le bâtiment. La solution que Phoenix Contact propose s'appelle Emalytics. Emalytics, c'est pas seulement une solution de gestion en fait du bâtiment, c'est plus que ça. C'est quelque chose qui est aujourd'hui à mettre en place et qui existe, mais qui est extrêmement aussi intéressant pour le futur. Donc ça veut dire que c'est une base solide pour des besoins futurs, puisqu'on voit la technologie évolue extrêmement vite et on a le besoin, bien sûr, d'avoir des solutions modernes, on dira, pour utiliser un terme plus courant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc dans le domaine de l'automation? On retrouve des solutions classiques, c'est-à-dire qu'on a différents types d'installations, que ce soit chauffage, ventilation, électricité, différents paramètres. Et puis ces systèmes, ils ont chacun des protocoles qui sont des protocoles de communication qui sont différents. Ça veut dire que si j'ai un tel protocole, je devrais remonter cette information sur un automate. Donc c'est un petit peu la couche intermédiaire, on dira, ce qu'on voit sur le milieu du slide, pour après, par la suite, les exploiter d'une manière au niveau supérieur. Donc supérieur, c'est des systèmes, ça peut être des systèmes de supervision, ça peut être des systèmes qui vont nous aider à gérer ou à prévoir des installations ou des maintenances ou autres. La digitalisation, elle, permet, avec un système qui, lui, est à même de comprendre ces différents protocoles, donc que ce soit des protocoles, ceux-ci, ils vont être directement remontés sur le système superviseur. Ça veut dire que on aura un lien direct depuis, on a vu tout à l'heure avec Belimo, que ce soit des capteurs ou des systèmes intelligents, ceux-ci, ils sont directement aujourd'hui prêts IP ou prêts pour récupérer ces informations pour aller sur un niveau supérieur. Et ça, c'est un des rôles que propose donc la solution Emalytics avec un automate, donc qui est le ILC 5020, c'est un système qui est extrêmement intéressant et performant puisqu'il comprend directement différents types de communication directe, que ce soit des protocoles qu'on connaît dans le domaine du bâtiment, l'éclairage, de différents types de protocoles. Alors, on a parlé donc de récupérer ces données. On a parlé d'un système qui nous permet de remonter ces informations pour pouvoir gérer, faire la gestion de notre bâtiment. Aujourd'hui, si on regarde, donc on a différents types de protocoles. On parle de BACnet, on parle de MBus, KNX par exemple, ou DALI qui concerne l'éclairage, lumière, d'autres protocoles. Mais la situation à ce jour, c'est qu'on a chacun de ces protocoles qui va communiquer avec un lien à un automate peut-être A ou une solution centralisée B ou autre. Et le but du système, on le voit maintenant sur la partie donc à droite du slide, c'est que ces différentes données, elles sont en fait récupérées depuis le système, que ce soit du BACnet ou du KNX, elles sont mises sous une certaine forme cette forme permet ensuite de pouvoir
remonter directement sur notre système supérieur. Et pour ça, on parle de IoT Framework. Donc, en fait, c'est un système. Phoenix a choisi Niagara, donc il y a un système IoT Framework qui permet de reprendre directement ces informations puis de les mettre sous forme de données qui sont ces données utilisables directement pour aller sur notre système centralisé. Voilà, on va maintenant passer à l'étape suivante. On a vu le but et puis l'intérêt d'avoir un système centralisé, mais tout ça, ça repose sur une infrastructure. Et puis cette infrastructure, que ce soit dans l'industrie, Phoenix est très présent dans l'industrie, mais que ce soit dans le bâtiment, on a des réseaux Ethernet, on a des installations, puis ces installations, elles doivent être en fait en place pour pouvoir acheminer ces données. Et ça peut être le fait d'acheminer ces données, ça peut être des solutions de câblage sur du cuivre, ça peut être de la fibre optique, ça peut même être des solutions wireless, donc sans fil, des liens radio. Mais là aussi, lorsqu'on a des liens radio, tout de suite, stop, attention, danger, on a une sécurité. Ça veut dire qu'on a des systèmes d'encryption. Par exemple, pour le réseau, on utilise un système qui s'appelle donc sur le TLS. TLS qui veut dire Transfer Layer Security. Ça veut dire que c'est transparent par rapport aux différents protocoles de communication, mais encrypté. Ça veut dire que les données, elles sont chiffrées ou encryptées pour que celles-ci ne soient pas soit piratées ou soit reprises alors qu'on le souhaite pas. Et dans le système donc avec M-Analytics, comme les données sont directement basées donc IP, on peut directement remonter ces données après sur notre système central de gestion. Alors, M-Analytics, on retrouve beaucoup de domaines d'activité. Donc, on a par exemple ici la gestion de différents bâtiments qui se trouvent répartis géographiquement en Allemagne, mais on peut centraliser, on a les informations qui sont existantes, elles sont à disposition. Ce qui permet peut-être de prévoir peut-être des extensions, de savoir qu'on a peut-être des surfaces qui seraient disponibles à tel autre ou tel autre endroit. Donc ça s'arrête pas au niveau géographique d'un bâtiment, mais ça va plus loin. Là, en l'occurrence, ça pourrait même être une entreprise qui gère des biens qui sont répartis dans le monde entier. Après, on aura des informations au niveau de l'énergie, on a des informations donc au niveau de la ventilation. Au centre, on voit un petit peu notre automate donc avec les différentes possibilités. Donc, on a directement les interfaces qui sont dans le système, qui sont inclus, les protocoles. On a des bibliothèques qu'on peut utiliser. Ces bibliothèques peuvent être utilisées aussi pour des personnes qui sont, je dirais, non grands spécialistes de programmation, mais qui peuvent utiliser le système. Donc, tout ça à disposition avec la solution M-Analytics. Donc là, on retrouve les possibilités. On va peut-être regarder ici, donc on verra tout à l'heure un film qui montre le déploiement d'M-Analytics sur le Bad Pyrmont, qui est donc le centre de développement, une partie donc mondiale pour les produits de Phoenix Contact, inclut la production, du développement, etc. Et là, on a par exemple ici une centrale de cogénération, donc centrale de cogénération. Et puis cette centrale, elle a pour donner un petit exemple, elle a des bougies en fait. Et ces bougies, il y a une certaine durée de vie. Peut-être qu'on aura, suivant l'utilisation d'une centrale par rapport à l'autre, puisqu'on a peut-être des bougies qui auraient été peut-être plus utilisées, qui vont arriver rapidement, peut-être en fin de vie. Ça veut dire qu'on a des informations qui peuvent être récupérées et puis de faire un changement à tel moment pour être sûr que on n'aura pas un problème où l'installation pourra être mise hors service pendant un certain temps. Donc ça, c'est un exemple de données qui pourraient être récupérées aussi avec ces centrales de cogénération. Ici, on retrouve la consommation donc au niveau de
l'énergie, que ce soit la consommation d'énergie la dernière semaine ou sur sur un mois, ou on peut faire toutes sortes d'analyses. On a à disposition aussi des diagrammes qui peuvent être selon ce qu'on souhaite représenter d'une manière graphique, donc qui peuvent être utilisés aussi directement à l'écran. Un autre exemple, un ascenseur. Donc aujourd'hui déjà, les ascenseurs, ils remontent les informations par rapport à l'état de l'ascenseur directement au constructeur. Ça veut dire que l'ascenseur X ou Y, lui, il a les informations, celles-ci sont à disposition. Mais Emalytics peut aussi les exploiter. Par exemple, on a un ascenseur, on a peut-être plusieurs ascenseurs, et puis on va prévoir peut-être une maintenance ou prévoir quelque chose, une révision, peut-être une mise à niveau ou comme ça. Donc on pourrait prévoir sur la base des informations qui existent de pouvoir regrouper et de faire en même temps peut-être différentes interventions. Ou encore des portes coulissantes où on peut voir ce qu'il y a eu comme travail donc ou disons de portes coulissantes ici. Un autre exemple, là on retrouve un schéma donc de groupe de ventilation. Donc là on a un schéma en 2 dimensions qui est quand même plutôt réservé aux techniciens ou spécialistes, mais on peut aussi avoir des schémas en 3 dimensions qui sont peut-être un peu plus visuels pour des non-techniciens ou moins techniciens, mais qui ont aussi un rôle important à jouer dans la gestion du bâtiment, par exemple. Un autre exemple ici, on a des capteurs qui sont installés sous le fauteuil. Donc là, on a deux fauteuils avec des capteurs. Et puis, on peut savoir, grâce à ces capteurs, est-ce qu'on a eu beaucoup de monde, moins de monde qui est venu s'asseoir, par exemple, ou savoir si à tel endroit ou tel local ou salle de séance ou de conférence, est-ce que celle-ci est occupée ou pas. Donc, c'est des informations qui nous rendent service pour pouvoir aider ou donner un peu plus de confort aux personnes du bâtiment ou ceux qui utiliseront, par exemple, ces salles de conférence ou autres. Machine à café, donc là, on parle souvent, bon, c'est un exemple, machine à café. Donc, il y a la maintenance, il y a différentes choses. Le plus détestable, c'est que lorsqu'on arrive à 9 heures pour le café, puis qu'il y a plus de café, ou il y a plus d'eau, ou bien il y a la lampe rouge qui s'allume, puis on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc, enfin, maintenant, si on a une entreprise avec plusieurs machines à café dans différents étages, ben on peut peut-être prévoir une maintenance, et puis en disant, ben on va faire une maintenance, comme on a plusieurs machines, on sait que cette machine, celle-ci et celle-là, faire venir quelqu'un qui va faire directement la maintenance sur les 4 machines, par exemple. Donc ça, c'est aussi un autre exemple de données. Donc tout ça, c'est des informations qui sont là. On peut aussi avoir par exemple, un robot. On a un exemple de savoir, parce qu'on a peut-être une station météo qui se trouve sur le toit de l'immeuble, et puis cette station météo nous fournit des informations. S'il a fait mauvais temps, qu'il y a eu peut-être la pluie, la poussière, les gens rentrent, il y aura plus de poussière sur les tapis, et puis suivant le nombre de personnes qui auront justement, en fonction de la météo, utilisé ce passage, on saura que là, il faudra peut-être passer l'aspirateur. Donc on peut lancer d'une manière automatique le robot, peut-être au lieu de le faire une fois par semaine, on va le faire 2 fois ou en 3 jours, parce qu'on a eu une météo qui était différente. Voilà, donc maintenant, je vais lancer ici le film. Ce film ici, donc, intéressant par les images. On a un commentaire qui est en anglais. Je pense que certains d'entre vous vont quand même comprendre, mais c'est intéressant, donc je lance le film. Intelligent building automation provides for sustainable and economical building operation. The Phoenix Contact Electronics location, with a production, development and office area of 71,000 square meters, makes it possible to experience modern building automation, building IoT for short, already today. Its centerpiece is the Industry Solution Center. Thanks to an intelligent power supply ring, no internal heat and cooling supply is needed.
This enables all buildings to be intelligently networked with various energy producers and with the cogeneration unit. The integrated planning of the building technology was implemented by the company internal facility management. The use of intelligent automation technology ensures sustainable and efficient operation. From marking systems to the IoT-based Emalytics building management system, the extensive product range of Phoenix Contact is put to use. All the collected data is processed in the building management system. Thanks to the depth of the information, the technical building equipment and the room automation are intelligently controlled and networked. The data enables a needs-based and user-oriented working environment and thus provides the user with a high degree of comfort. Classic sensor and actuator technology and new, intelligent, IP-based field devices can be integrated into the system simply and quickly. Over 30,000 data points are integrated in the Industry Solutions Center alone. The in-house rooftop system produces the energy for the electric car charging stations. Through evaluation of the collected data, the travel paths can be optimized, waiting times can be reduced, and maintenance work can be commissioned automatically. Thanks to installed sensors, all employees in the system can see whether or not a room is occupied. The integrated building management system optimizes building operation and energy management and enables efficient and economical operation through to integration of production systems. Phoenix Contact is your partner for leading-edge building technology. Voilà, donc je suis de retour. Donc là, on a quelque chose qui est extrêmement intéressant. Il y a un calcul qui a été fait sur la base de ces trois bâtiments avec l'installation donc qui a été mise en place avec Emalytics, et on voit donc avec les valeurs en finale un gain annuel par rapport à une économie d'énergie finalement qui dépasse le 1 million d'euros. Donc là c'est des surfaces importantes, hein, plus de 53 000 mètres carrés. Mais ça montre le potentiel qu'il y a là derrière, et comme je le disais pendant la présentation, on a une solution qui est existante aujourd'hui, mais pour le futur. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, solution basée sur les systèmes, un système extrêmement moderne, mais qui permet aussi de récupérer les informations de systèmes plus anciens, et c'est là tout l'enjeu avec la solution Emalytics. Voilà, j'arrive au terme donc de la présentation. Il y a une partie questions-réponses donc qui est ouverte. Donc on va voir s'il y a des questions particulières. On peut passer ici même sur cette caméra-là. Voilà. Donc par rapport à l'organisation du séminaire, donc est-ce que alors pour l'instant, donc on n'a pas encore de questions. On va passer ici. Voilà. Donc là, vous pouvez poser vos questions. Très bien. Donc on est arrivé au bout de cette présentation et on va conclure. Donc vous allez trouver aussi différents documents que vous pouvez aller directement récupérer et télécharger. Et
Donc là, je vous souhaite une bonne fin de journée et prochainement peut-être un autre séminaire. Merci. Au revoir.